Excusez, je suis un peu malade, fait que je vais essayer de faire de mon mieux quand même. C'est déjà assez difficile d'être intéressant sur une élection vraiment plate. Je vais faire mon possible. Parce que ouais, je pense qu'on est... c'était une élection assez... tu sais, là, c'est arrivé, puis tout le monde est comme... Ouais, bon. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, vraiment. Mais je pense qu'il y a quand même un intérêt à analyser les résultats. Puis se poser la question, ben, qu'est-ce qui nous attend au Québec et au Canada pour les prochaines années. Puis il y a une pertinence, je pense, parce que ben, il y a des bonnes chances que la situation soit très instable au Canada, encore plus avec un gouvernement minoritaire. Mais je vais y revenir. Puis quand on regarde les résultats, on peut quasiment dire que tout le monde en sort perdant, si on veut. Mais par-dessus tout, c'est les travailleurs qui en sortent perdants. Il n'y a pas grand enthousiasme qui ressort de cette élection-là. Très peu d'enjeux concrets ont été discutés. Puis le résultat d'un gouvernement libéral, ce n'est pas une victoire pour les travailleurs du tout. En fait, le seul parti qui peut célébrer, c'est le Bloc québécois. Mais je vais revenir sur cette question-là du Bloc québécois. Si on commence par les libéraux eux-mêmes, ils ont gardé le pouvoir vraiment par la peau des fesses, comme on dit. Ils ont formé, en fait, ce qui est potentiellement le plus faible gouvernement de l'histoire de la politique fédérale. Avec 33% des votes, ils n'ont même pas gagné le vote populaire. Puis c'est un contraste assez impressionnant avec ce qu'ils avaient fait en 2015. Parce que 2015, c'est Trudeau arrivait par la grande porte avec le vent dans les voiles. Il avait réussi à renverser Stephen Harper, qui était vraiment détesté. Puis, il y avait une grosse écœurantite des conservateurs à l'époque, qui avaient attaqué les travailleurs, les autochtones, les minorités, tout le monde. Puis, Trudeau avait gagné l'élection. Il y en a qui s'en rappellent peut-être, en vraiment réussissant à dépasser le NPD à gauche. Le NPD de Thomas Mulcair, à l'époque, avait fait campagne sur la promesse d'atteindre l'équilibre budgétaire, donc d'implanter des mesures d'austérité. Trudeau avait critiqué Mulcair de sa gauche. Puis Trudeau avait arrivé au pouvoir avec une certaine popularité et certaines illusions que les gens avaient en lui. Il était vu, je me rappelle, il y avait un sondage qui disait que 63% des électeurs voyaient dans Trudeau le chef qui représentait le changement ambitieux. C'est-à-dire qu'il y avait une couche de gens qui avaient des illusions dans Trudeau. Mais c'est quoi que la situation 4 ans plus tard? Trudeau avait promis une vraie réconciliation avec les Autochtones, puis il a envoyé la GRC après les Autochtones de Colombie-Britannique. Il a acheté un pipeline qui viole la souveraineté autochtone. Il avait promis que 2015 serait la dernière élection avec un mode de scrutin uninominal à un tour. Puis c'est pas arrivé, comme on le sait, il a brisé sa promesse. Trudeau a montré que les libéraux, comme les conservateurs, sont les grands chums des grandes entreprises. Ils se sont fait prendre à donner un coup de pouce à SNC-Lavalin pour leur éviter un procès. Et ils ont passé une loi spéciale contre les travailleurs des postes l'année passée. Puis tout ça a été un peu couronné, si on veut, avec les épisodes de blackface de Trudeau dévoilés pendant la campagne. Puis ça, c'est un peu, si on veut, emblématique du personnage et des politiques du parti. Je suis pas raciste, mais il y avait comme un débat, c'est-tu raciste ou pas raciste? Je suis pas raciste, mais Trudeau implante des mesures qui limitent l'immigration. Je suis féministe, mais je vends 15 milliards d'armes à l'Arabie Saoudite. Il y a toujours cette hypocrisie-là avec les libéraux. Mais les conservateurs ont eux aussi perdu. Ils ont gagné le vote populaire, mais ils s'attendaient à former le gouvernement. C'est ça qu'ils voulaient. Puis les conservateurs ont eu une campagne assez mauvaise, en fait. Ils ont promis des coupures de dizaines de milliards de dollars. Ils ont dit qu'ils allaient repousser 18 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures sur 5 ans. Ce qui n'est pas exactement très enthousiasmant pour les travailleurs d'avoir plus de ponts qui brisent, d'écoles en ruine, etc., etc. Scheer a été forcé d'avouer qu'il était pro-vie, puis il a refusé de condamner des candidats qui avaient tenu des propos homophobes. Puis je pense que tout ça a joué contre lui au final. Donc les libéraux étaient extrêmement affaiblis, mais les conservateurs n'ont pas réussi à capitaliser pantoute.
Mais vraiment, c'est clair que, je vous apprends rien, le highlight de l'élection, c'est la renaissance du Bloc québécois. Puis je pense qu'il faut s'attarder un peu là-dessus. Donc, ils sont passés, c'est ça, de 19 et quelques % en 2015 à 32 % et de 10 à 32 sièges. Puis c'est après presque 10 ans de crise au Bloc québécois. En 2011, il s'était fait ramasser aux élections, en 2015 aussi. Puis même à 2017-2018, je me souviens plus à quelle date exactement, il y a 7 des 10 députés qui sont partis. Ils sont revenus après. Mais bon, le Bloc était à l'agonie, si on veut. Mais là, ils sont de retour. Puis c'est drôle parce que la montée du Bloc contraste avec la chute du Parti québécois au provincial aussi. Donc, comment on explique tout ça? Donc, le Bloc, on le sait, un parti qui a été fondé pour défendre la souveraineté du Québec à Ottawa, a drôlement été forcé de complètement minimiser cette question-là pendant les élections de 2019. Puis ça a donné lieu à des trucs un peu bizarres. Tu sais, à quelques jours des élections, Trudeau attaque Yves-François Blanchet parce qu'il a supposément un agenda souverainiste caché. C'est un peu comme si la Poste, on se faisait dire qu'on est pour les travailleurs, puis on essaie de pas le dire ou quoi de même. Non, en tout cas, c'est un peu bizarre. Mais donc, Yves-François Blanchet avait répondu que c'est ça, l'indépendance n'était pas le mandat que les Québécois y donnaient cette élection-ci. Donc, c'est quand même assez révélateur. Puis il a même répété ça le soir des élections. Puis ça reflète une chose, c'est que l'appui à la souveraineté en général est à son plus bas depuis des générations. Puis ça ne veut pas dire que les gens adorent le fédéralisme canadien. Beaucoup de gens, en fait, rejettent cette dichotomie-là complètement. Puis donc, c'est ça, autour de la crise du Bloc québécois, il y avait cette idée-là. Martine Ouellette voulait mettre l'indépendance de l'avant, puis elle s'est faite tasser. Puis Blanchet, lui, il a vraiment mis de l'avant, c'est ça, une espèce de nationalisme à la CAQ, on pourrait dire. Durant la campagne, on avait vraiment l'impression que Blanchet était le porte-parole de François Legault pendant l'élection. Puis, il a même dit dans son speech le soir de l'élection, il disait « on est la voix des consensus de l'Assemblée nationale ». Dans le contexte actuel, ça veut dire défendre ce que la CAQ propose. Puis c'est essentiellement ça qu'ils ont fait pendant l'élection. Puis ils n'étaient pas à une contradiction près parce qu'ils s'opposaient complètement au pétrole albertain, mais ils ont dit qu'ils n'étaient pas contre le troisième lien à Québec. Ils n'étaient pas contre le projet de gazoduc GNL. Puis on le sait, la CAQ au Québec est en ce moment dans sa lune de miel qui dure trop longtemps, je pense. Mais la CAQ, c'est ça, n'a pas encore été forcée d'attaquer les travailleurs avec des mesures d'austérité. Puis d'un autre côté, la CAQ a fait passer sa tristement célèbre loi 21, qui supposément défend la laïcité de l'État, mais qui en réalité s'en prend directement aux minorités religieuses. Puis donc Blanchet a défendu sur toutes les tribunes le projet de loi de la CAQ. Puis ils ont même toléré dans leur parti 4 personnes qui avaient tenu des propos islamophobes dans les 5-6 dernières années. Il y en a une qui a gagné son élection, en fait, la semaine passée. Et donc, je pense que la montée du Bloc, c'est pas comme si on avait en ce moment une remontée du mouvement souverainiste. En fait, c'est plus une victoire pour le nationalisme identitaire du type de la CAQ. Mais ça pose la question, c'est comment on peut combattre ce nationalisme-là qui, je pense, est vraiment un poison dans le mouvement. Comment on peut combattre la loi 21 qui fait que plus de femmes musulmanes subissent d'agressions dans la rue, de harcèlement, etc., etc. Comment on peut combattre ça? Puis tu sais, pour plusieurs personnes qui sont dans cette lutte-là contre le projet de loi 21, contre le racisme, pourraient se décourager de la remontée du Bloc, qui était basée notamment sur sa défense du projet de loi 21. Puis même la montée du Bloc là-dessus, ça démontre un problème qu'on a. Parce que, en fait, le problème que moi je vois, c'est que le nationalisme identitaire de la CAQ, du Bloc, puis du Parti québécois d'ailleurs, n'a pas vraiment été opposé. Pendant une longue période de temps, il n'y avait presque pas d'opposition dans le temps du débat sur les accommodements raisonnables, sur les signes religieux, comme si c'était le problème numéro 1 au Québec, une poignée de femmes et des personnes sikhes qui portent des signes religieux, whatever, c'était devenu le problème par excellence au Québec, mais jamais personne a remis ça en question. Même Québec solidaire, jusqu'à cette année, était en faveur d'une forme d'interdiction des signes religieux pour certains employés du secteur public. Il n'y a jamais personne qui a expliqué que c'était un faux problème
C'était une façon de diviser les travailleurs, de nous distraire des vrais problèmes, des mesures d'austérité, etc. Jamais personne n'a expliqué ça. Pour moi, ça explique pourquoi la loi 21 est en ce moment relativement populaire, en fait, selon certains sondages. Puis c'est ça, mais ça c'est dû au fait qu'il n'y a pas eu de véritable opposition dans l'espace public par les syndicats, par QS ou une autre force de ce genre-là. Il n'y a pas eu de grosse campagne pour tenter de changer l'opinion publique, puis presque pas de participation aux manifs contre la loi par les syndicats, par QS, etc. Puis donc, mais je pense que c'est encore une lutte qui est à l'ordre du jour de combattre ce nationalisme identitaire-là, puis d'essayer d'unir les travailleurs et les travailleuses de toute origine, puis de combattre le racisme dans le mouvement ouvrier et dans la société en général. Mais comment on peut faire ça? Je pense qu'un parti qui représente les travailleurs, qui prétend le faire, devrait justement défendre tous les profs qui sont menacés de perdre leur job à cause de la loi 21, devrait contribuer à organiser un mouvement contre ça, contre la loi 21, faire de la mobilisation à chaque fois qu'il y a une femme qui perd sa job pour ça, lutter pour que les syndicats organisent des actions de solidarité, puis bâtir un mouvement de masse contre des mesures racistes. Et donc, il faudrait en même temps aussi un parti qui puisse lutter pour des enjeux qui puissent unir les travailleurs, au lieu de les diviser sur des lignes religieuses ou autres. Donc l'éducation gratuite, des services de santé vraiment gratuits, médicaments gratuits, la nationalisation du secteur énergétique sous le contrôle des travailleurs, etc., etc. Il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait prendre. Et donc, ce serait possible qu'un parti défende des positions de classe comme ça au Québec et au Canada. Est-ce qu'on avait une option comme ça dans les élections fédérales? Je pense qu'on peut dire que malheureusement, non. Et ça explique en partie la montée du bloc. Donc, ce qu'on a, c'est le NPD. On a le NPD pour le meilleur et pour le pire. Donc, le NPD n'a certainement pas une tradition très forte au Québec. Mais le NPD, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, c'est historiquement un parti qui est issu du mouvement ouvrier canadien. Il avait été fondé en 1961 par une union du Parti social-démocratique, le CCF, qui avait dans son programme l'idée de renverser le capitalisme, et du Congrès du travail canadien, qui était une des principales centrales syndicales. Puis le NPD lui-même avait, jusqu'en 2013, dans sa constitution, l'idée de lutter pour le socialisme démocratique, pour la propriété sociale, d'abolir la pauvreté, etc., etc. Donc le NPD, on a un parti ici qui est très, très imparfait, qui est loin de toujours représenter correctement les travailleurs, mais l'existence même du NPD, c'est un facteur de la politique fédérale qu'il faut prendre en compte. Par exemple, on compare aux États-Unis, tu as les démocrates et les républicains qui s'envoient la balle, s'échangent le pouvoir depuis 150 ans. Puis c'est deux partis qui représentent une aile ou une autre de la classe capitaliste aux États-Unis. Puis au Canada, on a les libéraux, les conservateurs, où c'est sensiblement la même chose, qui représentent les grandes banques, les grandes entreprises. Mais le NPD a cette différence qu'il a été fondé par les syndicats et s'inscrit de manière générale dans la tradition socialiste au Canada. Puis, comme je l'ai dit, pour le meilleur et pour le pire, c'est le seul parti ouvrier qui existe en ce moment. Donc, c'est un facteur qu'il faut prendre en considération. Puis, c'est possible que ce parti-là soit transformé par la classe ouvrière, adopte le programme plus radical. C'est possible, c'est pas sûr, mais c'est une possibilité. Donc, peut-être pour revenir un peu en arrière, 2011, il y a eu la vague orange, le NPD avait enfin réussi à percer au Québec. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, en se rapprochant du pouvoir, le NPD a tourné très très loin vers la droite au fil des ans. Donc en 2012, ils ont élu Mulcair comme chef, un ancien libéral. Il n'y a pas vraiment d'affaire là, mais bon. Puis en 2013, ils ont réussi au congrès du NPD à faire changer le préambule de la constitution du parti. Ils parlaient de socialisme, de propriété sociale, puis ils ont enlevé ça. Ils ont même enlevé la partie qui disait qu'il fallait lutter pour éradiquer la pauvreté. Ils l'ont juste remplacé par des phrases vides. Ils ont rajouté qu'il fallait limiter le marché, juste reconnaître le marché, mais c'est de le limiter. Donc, il a vraiment dilué complètement le préambule. Puis bon, le préambule d'une constitution, c'est pas
c'est pas la fin du monde, mais c'est symptomatique de ce qui se passait dans l'NPD. Donc, c'était l'idée justement d'aller vers le centre pour gagner. Puis ça a été un échec lamentable. En 2015, on s'en rappelle, Mulcair a fait campagne à la droite des libéraux, comme j'ai expliqué, proposait d'engager plus de policiers, d'équilibrer le budget, puis il avait même tassé des candidats qui étaient trop critiques d'Israël. Donc, et puis, puis il y avait même une vidéo qui était sortie pendant la campagne où Mulcair faisait l'apologie de Margaret Thatcher en tant qu'il était avec les libéraux. Puis il n'a pas renié ça, il a juste dit « Ah ben ça montre qu'on est sérieux avec l'économie. » Donc, le NPD a mangé une claque en 2015. Puis ce qui est intéressant, c'est que le virage à droite du NPD n'aurait pas pu survenir à un pire moment que quand c'est arrivé. Parce que depuis 2008 en particulier, on a eu un gros changement à l'échelle mondiale. C'était la crise de 2008, potentiellement une des pires de l'histoire du système capitaliste, qui a fait qu'immédiatement, partout dans le monde, les gouvernements ont tout fait pour sauver les grandes banques, sauver les entreprises en difficulté, puis après ça, refiler la facture aux travailleurs. Au Canada, ça a été moins pire, je vais y revenir, mais il y a 100 milliards de dollars qui ont été donnés pour renflouer les banques. On a donné de l'argent à GM, à Chrysler, pour les sauver. Et ça a fait un gros trou dans les finances publiques, qui après ça doit être repayé par les travailleurs, par des mesures d'austérité, par les impôts, etc., etc. Ça a été bien pire aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Mais la crise de 2008, puis tout ce qui s'en est suivi, ça a commencé à avoir un énorme impact sur la conscience des gens. Puis on le voit, il y a certaines statistiques qui le montrent. En 2002, il y avait 70% de Canadiens qui se considéraient de classe moyenne, puis aujourd'hui, c'est 43%. Puis il y a eu une augmentation de 20% de ceux qui se considèrent classe ouvrière ou pauvre. Donc, puis là, c'est à peu près 50%. Donc, c'est un saut important dans la conscience quand on y pense. Puis il y a des sondages aussi qui montrent que ça date de l'année passée. Oui, ça, 77% des Canadiens pensent que les riches devraient payer davantage pour financer les programmes sociaux. Il y a 64% des Canadiens en faveur de l'éducation gratuite, c'est pas rien. 62% qui appuient le salaire minimum à 15$. Puis cet été, il y avait un sondage qui montrait que 58% des Canadiens avaient une opinion positive du socialisme. Donc c'est assez incroyable quand on y pense. On n'aurait pas dit ça il y a une couple d'années. Puis bien sûr, ben, c'est pas juste au Québec ou au Canada. On voit ce genre de stats-là un peu partout dans le monde. Mais c'est précisément à ce moment-là, où il y a des gens qui se radicalisent vers la gauche, que la NPD a été complètement dans l'autre direction. Puis la défaite de 2015 a montré comment c'était un échec complet d'essayer d'aller vers le centre. En 2016, Mulcair a été tassé au congrès de son propre parti, 52% qui ont voté contre lui. Puis ça fait que depuis 2015-2016 à peu près, dans l'NPD, il y a eu, si on veut, une espèce de virage calculé vers la gauche. Vraiment bien contrôlé, si on veut, par les tops du parti. Puis même les leaders qui dans le passé voulaient modérer le parti pour pas qu'il soit trop radical, ils voient bien que les gens se radicalisent puis veulent des solutions radicales. Ça crée une situation un petit peu awkward. J'étais allé au congrès jeunesse du NPD il y a 3 ans, je pense. Puis c'était un peu weird. Il y avait une conférence d'un économiste de gauche, Éric Pinault, il enseignait à l'UQAM, peut-être qu'il enseigne encore, qui avait fait une conférence intéressante. Tu sais, il disait, à la fin de son speech, il fait comme, ouais, donc la solution, ben, tu sais, je sais pas si je devrais dire ça ici, là, le S-word, le socialiste, il parlait de ça. Tu sais, il dit, parce que, j'ai vu que vous l'avez retiré de votre constitution, puis là, tout le monde était là, ah non, mais on va le remettre, tu sais. C'était un peu weird, tu avais comme cette situation, tu sais, les gens se rendent bien compte que le socialisme est populaire, mais le NPD a tourné à droite pendant que ça se passait. Donc, c'est ça un peu la situation qu'on a dans le parti. Donc, Jack Meeting a été élu il y a 2 ans comme chef du parti. Mais cette année, pendant à peu près toute l'année, le NPD était super bas dans les sondages. Puis une grosse partie du problème, c'est que même si Jack Meeting se positionnait à gauche, comparé à Mulcair, en fait, sur plein d'enjeux, il joue encore l'espèce de politicien du centre qui essaye de plaire à tout le monde. Par exemple, en janvier, quand la GRC a arrêté des Autochtones au BC, ça a été quoi la réponse de Jack Meeting? Il
Puis il a dit qu'il appuyait l'état de droit. C'est tout, c'est the rule of law en anglais, c'est ça qu'il a répondu. Puis qu'il encourageait au dialogue. Le dialogue des policiers de la GRC avec les Autochtones. Bizarre. Un autre exemple, le coup d'État au Venezuela, en janvier, donc orchestré par l'impérialisme américain. Jack Meeting, qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu dans un tweet que, je l'ai ici, aucun pays ne devrait agir unilatéralement, il faut soutenir un Venezuela démocratique avec des élections libres. Ça veut dire quoi ça? T'appuies ou t'appuies pas le coup d'État? Ça veut rien dire. C'est donc, il y a plein d'exemples comme ça où Jack Meeting s'est tenu au milieu, puis en essayant de déplaire à personne, non, de plaire à tous, il déplaît à tout le monde. C'est ça le point. C'est comme quand tu te tiens au milieu d'une rue puis que le trafic passe de chaque côté, ben, tu te fais taper des deux bords. Donc, où j'en étais? Donc, c'était ça l'état du NPD quand il est rentré dans la campagne. Puis on a même vu au début, s'il y en a qui ont porté attention, certains candidats à l'investiture du NPD dans certains comtés, les candidats de gauche se sont fait tasser par la bureaucratie du parti. Donc, en quoi ça peut susciter l'enthousiasme des militants? Sûrement pas. Donc, le NPD s'enlignait vraiment pour une grosse défaite. Finalement, dans un sens, ça n'a pas été aussi pire que ça aurait pu être. Ils sont passés de 44 à 24 sièges. Je pense que la raison pourquoi ça n'a pas été le désastre possible, c'est qu'au final, Jack Meeting a quand même fait une campagne beaucoup plus à gauche que ce que Mulcair avait fait il y a 4 ans. Donc, il a mis de l'avant des propositions comme l'assurance médicaments, des nouveaux investissements dans les logements, une taxe de 1% sur les fortunes de plus que 20 millions. Ce qui est certainement pas assez, selon moi, mais tout de même, ça a eu un certain écho, son message qu'il était là pour les gens ordinaires, puis pas pour les riches. Puis ça a fait remonter le parti à genre 20% en quelque part dans la campagne, puis ils ont fini à 15, comme on le sait. Puis les chances sont que, en fait, le message de plus à gauche de Jack Meeting était trop peu, trop tard, puis que les gens ne croyaient pas vraiment qu'il était sincère là-dedans. Mais il y a aussi des chances que le fameux vote stratégique ait nuit au NPD, des gens qui ont voté libéral pour bloquer absolument les conservateurs. J'en connais personnellement dans mon entourage, vous en connaissez sûrement aussi. Puis je pense que c'est le temps de dire quelques mots sur ce fameux vote stratégique. Une idée que je trouve personnellement extrêmement fatigante. C'est tannant de toujours avoir ça à chaque fois. Mais pour le NPD en particulier, c'est vraiment un fléau. L'idée d'appeler à voter pour sortir les conservateurs à tout prix. C'est particulièrement hypocrite que Trudeau ait appelé au vote stratégique alors qu'il avait lui-même promis de mettre fin au scrutin qui favorise ça, au mode de scrutin qui favorise ça. Complètement hypocrite. Puis en fait, il y a eu un sondage qui est sorti hier qui montre que 35% des Canadiens ont voté stratégiquement. Donc un tiers des personnes qui ont voté. Puis le sondage montre que 43% des gens ont voté libéral, ont voté stratégique. Donc presque une personne sur deux qui a voté pour les libéraux, c'était pour pas que les conservateurs rentrent. Donc de un, ça nous en dit long sur l'appui réel aux libéraux, qui n'est pas très haut. Puis le NPD, by the way, c'était 28% de ceux qui ont voté pour le NPD ont voté stratégique. Mais donc, les libéraux sont encore moins populaires qu'ils en ont l'air. Mais donc, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui aurait pu convaincre les gens de ne pas voter stratégique? On ne peut pas juste blâmer le système électoral. Puis même si on changeait le système électoral, c'est pas ça fondamentalement qui réglerait les problèmes de la classe ouvrière, des jeunes, des autochtones, etc. Donc qu'est-ce qui aurait pu convaincre les gens de ne pas voter stratégique? Mais s'ils avaient vu dans le NPD un parti qui propose des vraies solutions audacieuses aux problèmes des travailleurs, s'ils avaient vu le parti vraiment opposé tant aux conservateurs qu'aux libéraux, mais plus de gens auraient pu voter pour le NPD, je pense. Puis l'affaire, c'est que dans la campagne, Jack Meeting n'a jamais rejeté catégoriquement l'idée de former une coalition avec les libéraux. Puis quelle impression ça donne aux gens, ça? Bien, ça donne l'impression que ça ne fait pas vraiment de différence au final de voter pour les libéraux ou l'NPD, parce que de toute façon, ils vont peut-être travailler ensemble. Donc en laissant une espèce de doute là-dessus, bien, Singh envoie le message que les libéraux ne sont pas une si mauvaise option que ça, au final. Ils envoient le message qu'un parti qui arrête des Autochtones, qui force le retour au travail des postiers, qui est dans la poche des grandes entreprises, c'est une option correcte.
Puis un parti comme le NPD, qui est censé représenter les travailleurs, ne devrait jamais laisser entrevoir la possibilité d'une alliance avec un parti qui travaille pour les patrons. Mais en plus de ça, il y a aussi deux grands syndicats canadiens, Unifor, qui est le plus gros syndicat du secteur privé, puis le Congrès du travail, qui ont aussi appelé au vote stratégique. Donc, on a des syndicats qui, 1 an après la loi spéciale contre les postiers, appellent à voter libéraux dans certains comtés. C'est complètement scandaleux. Mais en fait, si on pousse la logique du vote stratégique jusqu'au bout, d'un, le NPD n'aurait jamais existé, parce qu'on aurait toujours appelé à voter libéral pour bloquer les conservateurs ou les progressistes conservateurs avant eux. Donc, on n'aurait jamais bâti une solution de rechange aux libéraux et aux conservateurs. Puis on a le résultat de ça aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une certaine partie de la gauche qui appelle constamment à voter pour les démocrates parce que c'est le moindre mal devant les républicains. Mais pendant ce temps-là, on bâtit absolument rien et les démocrates et les républicains font à peu près exactement la même chose quand ils s'échangent le pouvoir. Donc si on est sérieux dans une lutte pour une solution socialiste aux problèmes des travailleurs, on ne peut pas appeler au vote stratégique pour les libéraux ou pour tout autre parti capitaliste. Puis il faut bâtir une solution de rechange. Puis ça peut vouloir dire être une minorité pendant un certain temps. Ça peut vouloir dire diviser le vote pendant un temps. Mais il faut ouvertement rejeter les partis capitalistes et défendre des politiques de classe. Mais donc, on a le résultat que ça a été une élection, à mon humble opinion, très ennuyante. Et le résultat est que les travailleurs en ressortent avec très peu de choses positives. Puis dans cette campagne-là, les travailleurs n'avaient pas vraiment leur voix au chapitre. Mais là, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer. On a un gouvernement minoritaire qui va devoir s'arranger pour garder le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Trudeau a déjà dit qu'il ne fera pas de coalition. Mais il a déjà dit qu'une de ses priorités absolues, c'est construire le pipeline Trans Mountain. Donc, on voit le résultat du vote stratégique. C'est le programme c'est le même programme que les conservateurs. Du point de vue du NPD, je pense qu'on devrait naturellement donner aucun appui aux libéraux au pouvoir, à leurs mesures pro-capitalistes. Puis si on veut vraiment créer une solution de rechange aux libéraux et aux conservateurs, il faut, pendant ce temps-là, proposer des politiques de classe claires, des choses qui peuvent être comprises par les travailleurs. Puis soit les libéraux implantent ça, ou on fait tomber leur gouvernement. Ça devrait être ça, puis on devrait prendre naturellement entrer dans aucune coalition avec les libéraux. Puis on parle ici, je pense que tout le monde se rend compte, d'un gouvernement qui est très faible. Puis si on connaît la politique canadienne, on sait que des gouvernements minoritaires, ça ne dure pas longtemps. Donc c'est un gouvernement qui pourrait tomber d'ici 1 an et demi, 2 ans. Puis ça tombe mal du point de vue de ceux qui défendent le système capitaliste. Parce que c'est un gouvernement très faible, pile au moment où l'économie canadienne est assez fragile et où à peu près tous les économistes sérieux annoncent qu'il y a une récession qui s'en vient dans l'avenir pas très lointain. Puis l'affaire, c'est que, je parlais un peu de 2008 tantôt, mais force est d'avouer que l'impact de 2008 au Canada n'a vraiment pas été si pire comparé à l'Europe, au sud de l'Europe, aux États-Unis, à la France, à la Grande-Bretagne. On n'a pas eu, même sous Stephen Harper, on n'a pas eu l'austérité de la Grèce ou de l'Espagne ou de la Grande-Bretagne. Mais cette fois-ci, je pense que ça va être différent. Je pense qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent comment l'économie canadienne est beaucoup plus fragile qu'elle était il y a 12 ans. Il y a une bulle immobilière qui est à peu près aussi grosse que celle des États-Unis avant 2008. Tu as l'endettement des familles au Québec, au Canada, c'est 183%. Chaque piastre que tu as, tu en dois 1,80. En Alberta aussi, qui était un des moteurs économiques du Canada, peuvent plus vendre leur pétrole comme par le passé. Fait qu'il y a plein d'ingrédients pour que quand la crise va frapper au Canada, cette fois-ci, on ne sera pas épargné. Puis dans ce contexte-là, c'est certain que les capitalistes vont vouloir que les travailleurs payent par des coupes dans les services, par des mesures d'austérité, des cadeaux aux entreprises, etc., etc. Mais ils auront besoin d'un gouvernement pour forcer les travailleurs à avaler ça. Mais c'est pas un gouvernement fort, un gouvernement minoritaire libéral. Donc,
Donc, ils ont un problème où ils ont un gouvernement assez instable, mais l'idée qu'il y a une crise qui est économique qui est une perspective très raisonnable pour quelque part dans les prochaines années, ça veut dire qu'il faut se préparer éventuellement à une lutte de masse contre l'austérité qui va venir au provincial, au fédéral ou ailleurs. Puis là, j'approche de la fin, mais il y a un élément que je voulais toucher. Si vous avez porté attention à la carte électorale, vous verrez qu'il y a des grosses disparités. C'est vraiment weird. Il n'y a pas un seul libéral en Alberta et en Saskatchewan. Il y a le Bloc au Québec. Les libéraux sont forts en Ontario. Mais puis un des phénomènes aussi qui est ressorti après l'élection, c'est la montée du Wexit dans l'Ouest, le mouvement pour la séparation de l'Ouest du Canada. Puis ça vaut la peine d'en dire quelques mots. Puis je pense, premièrement, il ne faut pas prendre ça comme une joke, en fait. La colère des gens est vraiment réelle. C'est à prendre au sérieux. On parle de milliers de travailleurs dans l'Ouest qui ont perdu des bonnes jobs dans le secteur de l'énergie. Puis malheureusement, en ce moment, l'idée est bien implantée qu'il faut absolument un oléoduc, un pipeline pour régler la crise dans l'Ouest. Puis qu'est-ce que devrait être notre attitude par rapport à ça? Si on revient à la base, d'un point de vue marxiste, il faut lutter pour la plus grande unité possible de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses d'un bout à l'autre du Canada et du Québec et dans le monde, naturellement. Puis je dois dire que, en fait, beaucoup de militants et de gens en général au Québec, j'ai remarqué, sont assez méprisants envers les gens qui défendent le Wexit ou les travailleurs qui tombent pour ces idées-là. Même Gabriel Nadeau-Dubois, par exemple, a fait un post sur sa page Facebook où il dit une majorité de gens dans l'ouest du pays ont voté pour continuer d'aller de l'avant avec une des industries les plus polluantes. Ils ne veulent rien savoir de la transition économique. Ils veulent un pipeline. Donc il dit que le mouvement Wexit, c'est juste des gens qui veulent un pipeline et qui se foutent de l'environnement. Donc il est essentiellement en train de dire que les travailleurs dans l'ouest veulent continuer à polluer et sont contre la lutte au changement climatique. C'est extrêmement réducteur. Puis il y a aussi un élément de l'équation qui manque, une analyse de classe. En fait, le problème fondamental, c'est qu'il n'y a personne qui propose une autre solution aux travailleurs de l'Ouest qui sont menacés de perdre leur job. Puis si on fait juste mépriser les travailleurs qui veulent juste garder un niveau de vie décent, ben en fait, ça pousse ces gens-là dans les bras des conservateurs, de la droite et de mouvements comme le Wexit. Puis l'exemple de GND, ça fait juste renforcer ça. Ça renforce les divisions entre les travailleurs et ça donne les travailleurs à la droite conservatrice. Donc, il faut se poser la question comment on peut gagner ces gens-là. Parce que oui, on a besoin d'une transition énergétique. Oui, il faut aller vers les énergies vertes. Mais on ne peut pas juste dire ça sans donner une perspective claire aux travailleurs du secteur pétrolier qu'eux, ils ne seront pas abandonnés. Donc, il faut expliquer que le problème, ce n'est pas les travailleurs du secteur pétrolier. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait l'appeler le secteur de l'énergie en général. Ce n'est pas des travailleurs du secteur du pétrole, c'est des travailleurs du secteur de l'énergie. Il faut expliquer que c'est les barons du pétrole qui contrôlent l'économie et la politique. Puis qu'il faut arrêter de se faire dicter la politique par eux. Il faut qu'on défende la nationalisation de tout le secteur de l'énergie, le mettre entre les mains des travailleurs et que le secteur soit contrôlé par les travailleurs eux-mêmes. Puis ça nous permettrait d'arriver avec un plan national de production, un plan socialiste, où on pourrait assurer une transition vers les énergies vertes et former les travailleurs de l'industrie pétrolière pour qu'ils puissent faire la transition puis garder des bonnes jobs. Mais ça, personne ne le propose en ce moment. C'est normal que les travailleurs se disent la seule solution, c'est un oléoduc. Donc il faut que quelqu'un défende cette perspective-là dans le mouvement. On doit proposer une solution socialiste qui puisse unir tous les travailleurs. Puis j'insiste beaucoup sur l'unité de classe. C'est une proposition élémentaire pour un socialiste, qu'on veut l'unité de la classe ouvrière. Mais je pense que c'était vraiment ce qui a été absent de l'élection de cette année. Il y a eu l'absence d'une authentique voix pour les travailleurs. Puis pour finir, je dirais, une élection, en général, on pourrait dire que c'est comme prendre une photo de la société. C'est une image figée d'une société qui change. Il y a toujours du changement. Puis l'élection, ça nous donne juste un aperçu de c'est quoi le mood de la société. Puis ça peut nous donner une image des fois déformée de la société. Puis, à mon avis,
l'élection qu'on a eue ne donne pas une image adéquate ou très précise de ce qui se passe dans la société. Parce qu'il y a, selon moi, une grosse colère qui gronde sous la surface au Québec et au Canada, puis qui ne s'est pas vraiment exprimée. Il y avait d'autres sondages cet été qui montraient qu'il y avait 67% des Canadiens qui pensent que l'économie est truquée à l'avantage des riches. Tu as 52% des Canadiens qui croient que la société est brisée, puis 61% qui croient que les partis traditionnels ne les représentent pas. Donc, tu as une frustration qui ne s'est pas vraiment exprimée. Mais la clé, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va s'exprimer ailleurs. Puis, je pense qu'en tant que militant socialiste, il faut se préparer à ça. Puis, peut-être pour finir, je pense que les perspectives pour la lutte pour le socialisme au Québec et au Canada sont en général très bonnes. Comme je l'ai dit, 58% des Canadiens ont une opinion favorable du socialisme. Puis, il y a les stats que je viens de donner aussi. Puis tout ça, c'est en plein boom économique. Imaginez la situation quand on va tomber en récession, que l'austérité va rentrer. C'est sûr que les gens vont être fâchés. Puis il y a déjà un mood, un rejet de l'establishment, des partis traditionnels. Ça va être bien, bien pire quand l'austérité va frapper en pleine face. Il y a beaucoup de gens qui vont chercher des explications. Beaucoup de gens vont chercher des solutions. Puis je pense qu'on peut être très optimiste à l'idée que de plus en plus de gens vont voir que le système capitaliste ne fonctionne pas, vont voir les libéraux ou les conservateurs, quiconque est au pouvoir à ce moment-là, leur tomber dessus, et ils vont chercher une solution révolutionnaire. Puis je pense que c'est ça que nous, on doit offrir. C'est ça que nous, à la riposte socialiste, on a à offrir. Ça ne se fait pas magiquement que juste tous les travailleurs se réveillent en voulant le socialisme. Non, il faut des gens qui défendent ces idées-là dans le mouvement. C'est ça qu'on fait à la riposte socialiste. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère qu'on va avoir une bonne discussion. Donc voilà, merci de m'avoir écouté.